Salut à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 27 juin 2025 et pour ouvrir le show, on a une promo de Cody Rhodes qui fait son entrée et la foule sent son thème, il va le faire interrompre par Randy Orton. Orton demande si les fans ont vu Cody Rhodes affronter Jey Uso, demi-finale du King, on veut que ça fera partie des matchs de l'année. Problème technique, enfin oui, il y a eu un problème technique, très bonne promo sinon de Cody Rhodes et de Randy Orton. Apparemment qu'ils ont meublé ces problèmes techniques, donc cet écran noir, par une intervention de Carmelo Hayes qui est venu occuper le temps avec la promo une confrontation en termes de Kid. Hayes a subi un crossroads, une coupure de courant au niveau de la poche à l'origine de la panne. C'est dommage d'avoir cette panne parce que j'aurais bien aimé avoir à entendre ce qu'aurait à nous dire de Randy Orton, mais malheureusement ça sera pas le cas, donc c'est un point négatif de ce SmackDown là, mais j'ai quand même apprécié comment la Touleux a tourné le ton et ses talents sur ce chemin-là, donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais quand même, franchement, surtout sur cette finale-là, j'étais déjà hypé, donc ce segment-là, c'est juste dommage que je n'ai pas vraiment entendu et j'ai pas regardé en anglais, mais malheureusement en français, comme je le fais souvent le show, donc c'est vraiment dommage qu'il ne... Non, je plaisante, c'est un point neutre, j'aurais aimé entendre, avoir à entendre ce qu'ils avaient à se dire. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu pour ouvrir ce SmackDown Jimmy Uso contre JC Matteo de la Bloodline. Franchement, Solo Sikoa qui a surmotivé son soldat, c'était quand même une très bonne chose de la part de la 2. J'ai trouvé ça très intéressant de voir un Solo Sikoa motiver son soldat comme ça. Donc on va bien voir ce qu'ils vont faire dans ce type de scénario-là, comment ils ont construit ça. J'ai apprécié. Franchement, la rencontre était d'une très bonne qualité et j'ai vraiment apprécié ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font avec JC Matteo et Big Jim. Donc Big Jim, c'est Jimmy Uso pour ceux qui ne le savent pas, mais en tout cas, j'ai apprécié comment ils ont mené en bateau. C'est Solo qui distrait Jimmy qui monte sur la troisième corde et JC Matteo évite un coup de Jimmy. Il porte son tour of the Island. C'est pour l'emporter, logique. Victoire de JC Matteo qui est pour moi euh, un catcheur hors du commun et qui est vraiment sur les devants de la scène. Encore une fois, je l'ai dit, cette vidéo j'avais oublié de le préciser, mais en tout cas, c'est une très belle chose de voir un JC Matteo vraiment dominer et prouver en fait sa domination ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et franchement, ça fait un partout entre les deux hommes. Et c'est beaucoup mieux comme ça. La première fois, Jimmy avait gagné grâce à l'intervention de Jaco Fatou. Là, malheureusement, ça s'est un petit peu retourné contre lui. C'est Solo qui a distrait Jimmy, qui l'a fait perdre. Mais bon, c'est logique. C'est une victoire qui va placer un peu plus JC Matteo sur le devant de la scène, le devant de la carte. Donc on va bien voir ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines. Et franchement, j'apprécie comment la WWE va faire cela. Ça va être assez intéressant. On a un très bon JC Matteo qui pour moi est un catcheur qui est bourré de talent et qui est plein de devenir, donc il va remporter ce match et donc la victoire en en pleine attention. Il dirige vraiment, il gouverne, on va dire ça comme ça. La WWE, il démontre ce dont il est capable, donc c'est quand même une bonne chose. Et après, on va voir Solo Sikoa qui va hurler, ouvrir ses bras à Jimmy, et ce dernier va finalement, au lieu de le rejoindre et de prendre une décision, on va dire, intelligente, il va lui mettre une gifle et Jesse Matteo va l'attaquer. Euh, va s'attaquer à lui, il va vouloir ensuite donc lui mettre un Solo Sikoa va vouloir lui mettre un Samoan Spike. Il va se préparer en fait pour lui faire un Samoan Spike sur Jimmy Uso. Malheureusement, c'est quand même une bonne chose en fait que Solo Sikoa veulent faire un Samoan Spike à Jimmy Uso pour peut-être lui mettre un peu plus les idées en place. Peut-être qu'à un moment donné, un jour, il prendra la bonne décision et ça ce que doit se dire Solo, mais c'est quand même une bonne chose de voir un tel scénario avec un très bon Solo Sikoa qui pour moi démontre tout son potentiel, tout son talent quoi. Donc quand même assez heureux de voir un Solo Sikoa vraiment démontrer tout son potentiel, tout ce dont il est capable. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Finalement c'est Jacob Fatu qui va arriver à la rescousse de Jimmy Uso. Il va mettre un Samoan Drop
sur Matteo et Solo Sikoa va quitter le ring et Fatou va faire un monceau sur Zissi Matteo et se trouver face à Jimmy Uso. Jimmy Uso qui porte un super kick sur Solo Sikoa qui est remonté sur le ring et donc on a là un Jacob Fatou surboosté, surmotivé. Franchement, le champion des États-Unis qui vient sauver Big Jim, c'était peut-être la meilleure solution qu'il y avait à faire pour la WWE. Cette route vers Night of Champions, c'était le dernier show et c'était en plus en Arabie Saoudite. On a tout de suite entendu la foule hurler quand le champion des États-Unis arrivait à la rescousse de Big Jim, mais franchement, excusez-moi l'expression, mais j'ai apprécié ce sauvetage. Il n'y avait pas mieux à faire du côté de la WWE pour faire un tel scénario, mais franchement, là, il n'y avait pas mieux à faire et j'ai adoré ce sauvetage-là. Et peut-être que Big Jim rendra la pièce à celui là. Suite après, on enchaîne, on a eu le match pour le titre des États-Unis féminins. Zelina Vega contre Julia. Franchement, une rencontre hors du commun entre la japonaise et la américaine. Et franchement, Zelina Vega, elle n'a pas eu un si bon règne que ça. Et je trouve ça quand même assez dommage de la part de la WWE de pas faire confiance à des catcheuses comme Zelina Vega qui avait besoin d'avoir un titre. Là, on lui fait perdre un petit peu trop tôt à mon goût, que ce soit en Arabie Saoudite ou ailleurs. D'ailleurs, je trouve ça dommage. Il y avait peut-être mieux à faire, un meilleur scénario à faire dans ce type de match-là. Franchement, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, ils n'ont pas assez confiance en leur talent du côté de la WWE. Et là, Zelina Vega, elle a livré quand même une très bonne performance. Mais elle s'est pris un coup de genou au visage de Julia. Et elle a pris ensuite son finisher. Et c'est terminé. Mais pour moi, c'est pas assez respectueux envers Zelina Vega. Zelina Vega doit avoir un peu plus de respect, si ce n'est trop de respect. Si elle n'en a pas assez, il faut simplement lui demander pourquoi elle a signé à la WWE. Ce serait peut-être la solution parfaite à demander à Zelina Vega. Mais franchement, là, j'apprécie comment la WWE a construit cette rivalité. Alors oui, vous allez me dire, Zelina Vega a perdu. Oui, elle a perdu. Elle n'a pas été respectée du tout. Mais est-ce qu'ils vont pas la reconstruire plus forte pour aller plus haut vers les sommets? Parce qu'après le titre des États-Unis, vous savez très bien vers où on va. Donc je vais pas vous le dire moi-même, je vais pas vous surprendre. Je pense qu'on sait tous où on va, quoi. Pas faire offense à sa défaite que de vous dire de vous dire ça. Elle a eu un règne de 63 jours. Et le premier règne de Julia au roster principal, on lui met le titre US féminin. Et elle le gagne ça fait un peu plus d'un jour, ça fait 27 jours, ça fait 3 jours qu'elle est championne. Mais je trouve ça vraiment dommage, franchement, cette fin de match avec cette note, Netherlands bombe de Julia qui va donc faire le compte 1, 2 et 3. Ça va la crédibiliser, la rendre plus forte, Julia, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, Zelina Vega, elle n'a pas eu un règne marquant et je trouve ça dommage et j'espère qu'ils vont la reconstruire et un peu plus la respecter parce que il y a des fois où la WWE ils capitalisent pas assez sur leurs lutteurs et ils finissent par s'en aller en tout cas finalement. Donc après 63 jours de règne, on a une nouvelle championne des États-Unis. Elle se prénomme The Beautiful Madness, Julia. Et on va bien voir maintenant par la suite ce qui va se passer et ce qu'ils vont faire avec ce titre des États-Unis féminin. Est-ce que Julia va le rendre prestigieux ou pas du tout? Enfin, il y a des chances qu'elle le rende prestigieux comme tout l'or qu'elle touche. Cette catcheuse qui, pour moi, est une catcheuse méritante. Enfin bref, point positif. Ensuite, après, donc, on a eu Charlotte qui a croisé Alex Travis qui lui a dit qu'elle n'a pas besoin d'amis. Alex Travis répond qu'elle pense la même chose, mais elles peuvent devenir des alliés. Franchement, très bon speech de Charlotte et d'Alex Travis qui, pour moi, il fallait qu'ils lancent ce petit segment coulisses où les deux se cherchent. Là, on a eu un truc qui s'est passé à merveille et franchement, j'ai apprécié comment ils ont construit ça. Donc, c'est une très bonne chose de faire croire qu'elles vont devenir alliées. Peut-être qu'elles vont être alliées à un certain moment, mais je ne pense pas malheureusement. Charlotte Flair, elle aime bien marcher seule et on l'a vu, même si la semaine dernière Alexa Bliss l'a sauvée, c'est malheureusement pas le bon moment de se dire que Alexa Bliss la sauve. Enfin bref, c'est un point positif là aussi, voire neutre, hâte de voir la suite. Ensuite après, donc on a une promo de Wade Barrett qui nous a demandé d'accueillir les finalistes du Queen of the Ring. Jade Cargill arrivé à l'issue. Jade Cargill dit que les gens voient Asuka, il stresse
Elle voit une chance de montrer à tout le monde pourquoi elle est venue ici. Jade Cargill sait pourquoi elle est là. Ce n'est pas de la presse, c'est un objectif. À ce ça, elle va prendre le titre, mais également tout le trône. Asuka a dit à Jade qu'elle est forte, mais la force ne fait pas tout. Elle a de l'expérience, c'est Asuka, et personne n'est prêt pour Asuka. Franchement, très très bonne promo des deux protagonistes, des deux lutteuses qui vont se faire interrompre et couper le sifflet par Naomi avec sa manette. Naomi dit qu'elles peuvent se battre autant qu'elles souhaitent, mais Naomi peut faire ce qu'elle veut. Le pouvoir de tout retirer à Jade Cargill, et c'est ce qu'elle lui a fait avec le titre par équipe. Elle va ruiner la plus grande soirée de sa carrière. Jade Cargill pousse Asuka et veut attaquer Naomi, et cette dernière descend du tablier du ring. Asuka se venge et attaque Jade Cargill. Très très bonne promo là aussi. On a une rivalité qui se hype de plus en plus autour du titre, autour de The Storm. Jade Cargill qui pour moi est une catcheuse de devenir de, de tension qui est hors du commun. En ce moment, cette couronne, elle donne des ailes aux catcheuses, et c'est quand même une bonne chose de voir cette version de Jade Cargill surmotivée qui va finir finalement au tapis par Asuka, qui pour moi, Asuka est une catcheuse qui a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, et a besoin de démontrer tout ce qu'elle vaut dans le ring. Et c'est la meilleure chose à faire, c'est de faire démontrer à Asuka ce qu'elle vaut depuis son retour. Elle excelle, elle fait des combats hors du commun. Elle a battu notamment Alexa Bliss et remporté son Fatal 4-Way, tout comme Jade Cargill qui a battu Roxanne Perez et remporté son Fatal 4-Way. Mais quand même, on a l'impression que Jade Cargill est vraiment sur les devants de la scène et démontre tout ce qu'elle vaut, et finalement elle va finir au tapis à cause de Naomi qui va lui faire se prendre finalement. Est-ce que je crois qu'elle va mettre un kick ou un coup de boule à Jade Cargill, et Jade Cargill va se retrouver au tapis alors que Naomi a quitté le tablier. Franchement, elle a tourné le dos à Asuka. C'était un truc qu'elle ne surtout pas faire. Et ça promet pour leur match du Queen of the Ring du côté de Night of Champions. Ne quittez pas, je ferai la review juste après et juste avant Raw qui va commencer à minuit, donc dans 3 quarts d'heure maintenant. Mais quand même, je me plais bien avec vous, j'analyse, je regarde, et franchement, on a une Asuka qui est surmotivée, qui met Jade Cargill au tapis. Est-ce que ça sera le cas lors de Night of Champions? Il faudrait être là dans la review juste après, où je vais vous analyser match par match ce pay-per-view qui a été pour moi une, une grande. Enfin, on va pas dire que c'était une réussite, on va dire que c'était moyen. Mais je reviendrai match par match, comme je fais avec Raw, SmackDown et NXT depuis quelques temps. Mais franchement, très très bon segment. Et j'ai Cargill qui finit au tapis, c'est une très très bonne chose. Enfin, franchement, c'est un. Juste après, prochain match, DIY ses points et essayer de motiver les équipes dans les vestiaires. Et Adam Pearce leur a nommé des adversaires. Johnny Gargano et Thomas Ciampa ont affronté donc l'équipe composée de Andrade et de Rey Phoenix. Très très belle rencontre, très très belle opposition de style. Un catch hors du commun où la douleur a démontré toute la qualité et tout le potentiel qu'elle a en elle. Donc j'ai apprécié comment la douleur à délivrer un tel scénario, un tel match. Et franchement, j'ai surkiffé ce qu'ils ont fait avec Andrade et Rey Fenix. C'est une équipe qui fonctionne de plus en plus. On va dire qu'ils s'entendent de mieux en mieux, et je trouve ça très très bien de la part de la WWE de faire en sorte qu'ils s'entendent, parce que ces deux catcheurs mexicains, ces deux catcheurs qui sont bourrés de talent, finalement on a un Buster sur Thomas Ciampa de Rey Fenix suivi du message d'Andrade qui va permettre à son équipe de gagner. Ils ont déjà gagné il y a quelques semaines, juste avant Money in the Bank, un match face à Los Garza. Je crois que c'était Andrade qui commentait dans le Money in the Bank ladder match à ce moment-là, mais on a eu quand même une sacrée belle opposition de style. On a eu vraiment Jerry White et Andrade et Rey Fenix qui ont livré vraiment une partition, une rencontre hors du commun. J'ai aimé comment ils ont livré ça, comment ils ont démontré en fait ce qu'ils pouvaient faire dans le ring et ce qu'il devait aussi faire dans le ring. Franchement, j'ai surkiffé, j'ai nagé en fait. J'aime la 2 pour le type de match qu'ils font. C'était en Arabie Saoudite et la foule, on la sentait pas vraiment dedans, et malheureusement, c'est souvent le cas. Mais quand même, on a une WWE qui continue de faire monter la sauce ces derniers temps, ces dernières semaines. Mais finalement, ça démontre tout le talent et tout le potentiel qu'ils ont, ces deux équipes-là. Et DIY est ancien champion par équipe, on ne doutait pas des capacités de réaction qu'ils avaient, mais quand même, de là à voir
Thomas Ciampa, Rey Fenix et Andrade combattre et gagner autant que ça. Franchement, le message suivi après le Muscle Buster sur Thomas Ciampa, personne n'aurait vraiment imaginé une victoire de DIY, mais finalement la foule aurait peut-être été un peu plus réagir, et c'est le seul point, un petit bémol que je mets à ce show, c'est un point neutre du coup. Ensuite, après, du coup, on a eu une promo de Archers qui a demandé à John Cena de le rejoindre, et c'est Aleister Black qui va apparaître donc sur le ring juste après. Vous allez voir sur ces images-là, mais franchement, R-Truth qui demande juste à John Cena de le rejoindre, que la direction en coulisses lui a dit que John Cena n'était pas là pour lui ce soir et que c'était un peu terminé entre eux. Enfin, terminé, c'est une façon de parler parce que je pense que la vérité n'est pas terminée entre les deux et qu'ils se recroiseront peut-être un petit peu plus tard, mais en tout cas. C'était quand même une très très bonne chose de la part de la WWE de faire en sorte de se dire que c'était terminé entre eux et pour que finalement Truth aille sur le ring faire une promo et finalement il va se faire lyncher, Truth, il va se faire vraiment avoir parce que je pense que beaucoup d'entre vous n'auraient imaginé ce qui allait se passer. C'est qu'au moment où R-Truth va se retourner, que là il est de face sur le ring en train d'appeler John Cena, il va se prendre un Black Mass et Aleister Black qui lui a fait voler des dents. Franchement, c'était incroyable comment il s'est vengé d'R-Truth qui l'avait coûté son match la semaine dernière. Là, il est venu, Aleister Black, il a même pas regardé. Oh, bang! Black Mass. Franchement, c'était incroyable comment il l'a couché, comment il l'a sonné. Et franchement, il a prouvé tout simplement qu'il fallait pas se mêler de ses affaires. Et il l'avait dit, je crois, à R-Truth la semaine dernière où c'est Damien Priest qui s'était interposé. Parce que je crois qu'Aleister Black voulait déjà l'attaquer. Il a avisé aussi Damien Priest euh, euh, que Trost doit rester loin de lui. Et Priest lui a dit de faire les choses en face s'il veut se venger la prochaine fois. Il est parti. Et Carmelo Hayes, il a demandé à Damien Priest de s'occuper de ses affaires et qu'il était à sa place. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce Black Mass, quand je vois la photo et que je l'ai vu plusieurs fois, je me dis, mais la tête de Trost, il a été violence Black Mass et c'était vraiment incroyable. Et ensuite, après, du coup, Aleister Black va dire à R-Truth, une fois qu'il est assis en position Black dit qu'ils sont quittes maintenant, donc tout simplement, leurs histoires sont réglées, mais R-Truth, il est complètement au tapis, le gars. Il se demande même où il habite, je pense, à ce moment-là. Et c'était quand même incroyable et un point. Ensuite, on enchaîne avec le prochain match, les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins qui remettaient leur par équipe en jeu contre les Warriors, Dexter Lumis et Joe Casey. Encore une rencontre incroyable hors du commun. On a eu des matchs dans ce SmackDown en Arabie Saoudite ou dans Night of Champions hors du commun. Enfin, franchement, j'ai apprécié comment la WWE a guidé et a dirigé ses talents vis-à-vis de Night of Champions. Franchement, c'était incroyable comment ils ont mené ça et comment ils ont fait ça. Franchement, à la fin du combat, Los Garza, ils sont intervenus en défaveur des Wyatt Sticks. Ils vont s'attaquer à Dexter Lumis, puis à Joe Gacy. C'était sûr que ça allait partir en autre blanc ce match. La plupart des équipes ne voulaient pas que Dexter Lumis et Joe Gacy ne récupèrent les titres par équipe de la WWE des mains de Street Profit, donc de Montez Ford et Angelo Dawkins. Ce n'est qu'inévitable, ça n'arrivera peut-être pas en Arabie Saoudite, mais ça arrivera peut-être plus tard. On avait déjà vu un changement de titre à ce moment-là, ça paraissait logique qu'ils n'en passent pas à 60 dans la même semaine. Mais quand même, c'était incroyable comment ils ont démontré, ils ont dirigé en fait que les Street Profits étaient une équipe qui gagnait par disqualification. En fait, c'est Angelo Dawkins qui va envoyer Dexter Lumis sur Los Garza et Dave va empêcher Dawkins de remonter sur le ring et ils vont les frapper. C'est là que ça va causer la disqualification. Los Garza attaque Angelo Dawkins et l'arbitre met fin au match. Donc Los Garza et DIY qui coûte donc ce match de championnat au, à Los Garza, enfin au Wyatt Six, donc Los Garza et DIY. Je pense qu'ils vont le regretter tôt ou tard. Je pense dès ce SmackDown là, ils peuvent payer parce qu'à mon avis, il y aura un match entre les deux équipes. Ça va partir en bagarre générale et ça va finir avec les Angelo Dawkins et Montez Ford qui s'envolent sur les différentes équipes à l'extérieur de ce. Donc on avait DIY, Los Garza, Fraxium,
je crois, et les Motor City Machine Guns, donc Montesfort et Angelo Dawkins vont leur sauter dessus et ils vont un petit peu célébrer avec la foule. Et c'est comme ça que ce segment va se terminer. Franchement, j'ai aimé comment la WWE a construit et a prouvé et a démontré tout simplement que cette équipe de l'Oscar, des Street Profits, tout simplement, elle était les maîtres du terrain et que c'était eux les champions par équipe. En fait, le fait que Montesford mette tout le monde au tapis à la fin de ce segment, ça renforce juste le règne des Street Profits en tant que champion par équipe de SmackDown. Maintenant, on va bien voir ce qui va arriver, pardon, dans les prochaines semaines, mais c'est quand même une énorme chose de se dire que la WWE fasse en sorte d'avoir un truc hors du commun, un truc qui va se passer. Franchement, ça va être incroyable. J'ai l'impression quand même que les Street Profits, leur règne, il est vraiment bien, il est cool et franchement, c'est cool qu'ils célèbrent et qu'ils aient un peu leur moment à eux, quoi. Franchement, c'est cool pour Montesford et Angelo Dawkins. Là, on a senti en fait que la foule à ce moment-là était dedans et qu'ils se relançaient parce que derrière, on avait un autre match de championnat, un autre règlement de course dans un. Je crois que c'était un. Ouais, c'est ça, c'était un Last Woman Standing match. Mais franchement, on a eu déjà des street par le match pour les titres par équipe et ça arrive souvent, beaucoup trop à mon goût et donc bah, la WWE ils démontrent tout simplement ce qu'ils veulent faire en faisant ça quoi, donc c'est un point positif. Passons au prochain match, donc le WWE Women's Championship, donc dans un Last Women's Standing match, Nia Jax face à Tiffany Stratton. Match hors du commun où Tiffany Stratton a vraiment beaucoup trop subi. À mon goût, elle est championne et elle a du mal souvent face à une catcheuse comme Nia Jax qui a suivi le casting de Tiffany Stratton en janvier. Je crois que c'était à peu près au même moment que Bayley est devenue championne NXT, donc ça fait quand même un petit moment que Tiffany Stratton règne du côté de SmackDown. Et franchement, je trouve que son règne avec le titre féminin de SmackDown à l'approche d'évolution, elle gère, elle est de plus en plus forte et de plus en plus excellente dans le ring, donc c'est quand même une bonne chose de se dire ça. Nia Jax a quand même fait des power bombs, des Samoan drop, mais à chaque fois Tiffany Stratton se relevait au moment de la power bomb de Stratton à travers la table, donc à son tour à Nia Jax à travers une table. L'arbitre a commencé à compter, mais les deux vont se relever, et c'est à ce moment-là que Madame Money in the Bank Naomi va arriver et elle va vouloir encaisser sa mallette, mais Tiffany Stratton réussit à lui prendre les frappes Naomi ainsi que Nia Jax avec la mallette, pardon, mais avant cela, il y a eu beaucoup de Tiffany Stratton qui a subi, quoi. Elle a pris des cordes à linge, des powerbombs, elle s'est fait balancer dans le poteau, quoi. Elle s'est fait un peu promener et c'est un peu dommage, mais c'est quand même une bonne chose elle arrive à survivre à ce type de rencontre-là parce que ça la rend de plus en plus forte, ça renforce en fait son règne et ça lui permet de démontrer bah, tout ce qu'elle vaut dans un ring, quoi. Elle s'en serait peut-être sortie, mais elle a quand même énormément subi. Finalement, bah, c'est finalement Naomi, malgré elle, qui va un peu permettre à Tiffy de survivre, de prouver en fait ce qu'elle vaut dans le ring. On sait très bien ce que la WWE prépare avec ce titre féminin. Enfin, c'est pas des mois qu'il le prépare finalement, donc elle va éjecter du ring Naomi avec un coup de mallette de Tiffany Stratton et elle va s'en servir ensuite pour frapper Nia Jax à plusieurs reprises. Mais bon, c'est trop du forcing. Nia Jax va s'en relever et va tenter alors de faire passer Stratton, mais celle-ci résiste à son adversaire, frappe alors Jax, puis se sert une nouvelle fois la mallette pour la faire chuter à travers les deux tables. Les deux tables, mais en tout cas, le fait qu'elle se débarrasse de Naomi avec ce coup de mallette, déjà, Naomi, c'est illogique qu'elle tente d'encaisser dans un match Last Woman Standing alors que les deux jeunes femmes sont debout. Enfin, franchement, pour moi, c'est une erreur de la part de la WWE qui avait besoin, on va dire, de trouver une solution pour Tiffany Stratton et qui a cherché, qui s'est dit, ah bah tiens, on va faire ça, mais en fait, Tiffany Stratton est assez grande pour gagner par ses propres moyens. Là, elle va se débarrasser de Naomi avec la mallette, donc, puis elle va faire chuter à travers les deux tables à l'extérieur du ring avec un coup de mallette Nia Jax, Tiffany Stratton, et Nia Jax, du coup, ne s'en relèvera pas. Elle va être montée au compte de 10 alors qu'elle avait pas mal subi. Enfin, franchement, les deux avaient pas mal subi. Et finalement, bah, c'est en la faisant passer à travers les deux tops, à l'extérieur du ring, que Tiffany Stratton va parvenir, on va dire, elle va réussir
à rester championne et c'est une bonne chose. Faut que ça tourne, faut pas que ce soit toujours Nia Jax qui ait les matchs de championnat. On a eu quand même pas mal des opportunités et je trouve que c'est une bonne chose que cette mallette ait envoyé Nia Jax rêver ailleurs quoi. Et tout simplement démontrer aussi qu'il y a d'autres talents qui ont besoin et qui doivent démontrer tout ce dont ils sont capables et tout ce dont ils peuvent faire. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et lui permettre donc de conserver son titre. Elle a été au bout de ses forces, au bout d'elle-même. Tiffany Stratton et le casting de Naomi a foiré et Nia Jax a perdu à cause de Naomi. Je pense qu'on prend le chemin d'un petit match entre les deux. Bref, c'est une autre histoire, on va pas écrire le show. En tout cas, c'est le point positif de la soirée, que Tiffy Time reste championne, que Tiffy Time continue à régner, et donc c'est un point positif, bien évidemment. Ensuite, on enchaîne avec le segment de fin de show, John Cena qui fait son entrée, et là, on le présente 17 fois champion. Il dit que c'est un gagnant et Punk un loser, un génie. Night of Chapel est formalité sur Punk ne peut rien y faire. La musique du Doctor of Tokenomics retentit sur Punk arrive en dos. L'assassinat lui a volé sa paille bombe, il lui vole son World Life. Il a dû lui voler pour faire sa meilleure promo juste pour faire oublier qu'il bouge au ralenti. Quand John Cena faisait du rap, c'était un Macklemore de Wish. John Cena aurait plus de talent que l'Undertaker. Si, si Johnson n'avait pas pris de vitamines et qu'il ne s'était pas fait poser des implants capillaires, il serait aujourd'hui agent dans un centre Cena de bon rôle au cinéma, mais il n'est pas au niveau de Batista. La foule scande le nom de CM Punk. CM Punk dit que des millions de personnes chantent qu'il aime le meilleur. Parce que les gens scandent, tu ne peux plus pas catcher. Dans 6 mois, John Cena ne sera plus là alors que ce sera toujours là. Cena sera occupé à laver les de James Gunn. John Cena travaille pour DC, mais pour lui, il restera toujours The Marine. Il y a 14 ans, CM Punk a fait sa paille bombe et John Cena essaie de tout ramener à lui parce que c'est ce qu'il fait. C'est une fraude, c'est un 17 fois, mais il n'est pas à son night. John Cena perd contre Kendrick parce qu'il est son drive. CM Punk quitte le ring avec les fans en ringside. La chose se termine ainsi. Très très bonne promo de CM Punk qui rentre un petit peu dans la tête de John Cena, qui fait l'arrogant hystérique, qu'il avait aussi démontré tout ce qu'il valait dans le ring. Et franchement, au micro, il est excellent, Punk. Il vole un peu les catchphrases, les mimiques de John Cena, mais aussi il démontre tout ce qu'il a comme talent. Et franchement, j'ai adoré cette promo de CM Punk. Franchement, ça relance la storyline, ça démontre tout ce que la WWE veut faire montrer et passer John Cena un petit peu pour le catcheur Organ Hill est vraiment vilain. Là, on a un Punk qui fait comprendre à Cena qu'il est un peu au-dessus du lot, qu'il est vraiment meilleur au micro, à part son coupure de son. Pour SmackDown là, il a été très bon. Et là, on a eu une fin de show avec un CM Punk qui a envoyé le pas de dingue de Cena, comme si c'était son fils, quoi. Je pense que c'était excellent. John Cena n'avait même pas de réplique, même pas de réponse, tellement Punk l'a fait un petit peu rigoler et rentrer dans sa tête. Enfin bref, c'est un point positif et j'ai vraiment hâte de voir le match à Night of Champions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait pour la du show. Un bon, allez, 14 sur 20. Et sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.